Je voulais d'abord vous remercier à tous d'être là, aussi nombreux, malgré le temps, malgré les intempéries, malgré les déluges qui s'étaient abattus sur Tel Aviv. Merci d'être là. Et je voudrais aussi remercier avant tout le Rav Lemel qui nous accueille dans ce magnifique endroit, dans cette très belle salle, dans cette très belle synagogue, extrêmement centrale dans Tel Aviv. Merci, merci à lui. Voilà, peuple, applaudissements. Merci. Les vœux, please. J'en profite aussi pour remercier notre partenaire technique, l'LG, Samuel et Raphaël, voilà, qui les ont donné un petit coup de main pour l'organisation de soirée. Et enfin, l'association Rod Bekeli, bien sûr, du Ravel Benarouche, avec son directeur d'Aledata, PA, et Diggy, qui a mis en place cette magnifique soirée, et merci à eux. Merci d'être là avec tout ce soir. Alors, c'est pas vraiment une première, hein, parce qu'on se connaît un petit peu, voilà. Donc, on va s'appeler par nos prénoms. On va s'appeler Tal, vous avez indiqué, ce sera peut-être plus sympa, voilà. Alors, le sujet de ce soir, État juif ou État des Juifs. Alors, d'aucuns diront que c'est un vieux sujet, hein, qu'on va faire des ronds dans l'eau. Mais le fait est que à chaque événement, à chaque projet de loi, à chaque élection, ce sujet revient au centre de la table. Et ces derniers temps, on a connu un événement particulièrement important en Israël, qui est l'événement du 7 octobre. Et toute la question, ce soir, est de savoir si cet événement a déplacé les équilibres, a déplacé ce qu'on a connu avant le 7 octobre. Est-ce qu'au niveau de la définition de notre État, est-ce qu'on a bougé les frontières? Donc, toute la question de ce soir va être le sujet, bien sûr, de notre identité, de notre rapport aux minorités en Israël, de l'éducation, du Shabbat, du statut marital, plus généralement de l'extension des pouvoirs rabbiniques en Israël. Comme vous le savez, ce statu quo il est de plus en plus contesté en Israël. Certains voudraient renforcer l'identité juive, d'autres voudraient justement avoir un poids décroissant des Haredim dans la société. Bref, c'est un problème très très vaste. Donc ces frontières sont-elles en train de se redessiner? Est-ce qu'on va assister à une nouvelle définition de l'État juif? Est-ce qu'on va pouvoir nous aussi, à notre manière, contribuer à cette redéfinition, être des acteurs et non pas des spectateurs, pour consolider l'unité du peuple juif? Tout ça en bien sûr une heure, une grosse heure. Mais mission impossible, rien n'est impossible pour le Ham Israël. Donc j'ai à mes côtés ce soir, donc ce ne sont pas des intelligences artificielles, ce n'est pas ChatGPT, Google Gemini, c'est des intelligences bien réelles. Donc j'ai deux personnalités qui sont souvent en désaccord, même si elles ont de nombreux points communs. Donc je propose qu'on commence par les points communs, ce qui est le plus sympa. Alors vous êtes tous les deux nés en France, hein, on rappelle. Donc l'un est né à Neuilly et l'autre est né à Metz. Vous avez tous les deux été membres actifs des éclaireurs israéliens de France, donc ça vous fait un background important. Et vous êtes tous les deux guides en Israël, chacun avec votre style bien sûr, mais ce sont des tours magnifiques que j'ai déjà fait personnellement et que je vous recommande. Alors, vous avez aussi des différences. Ethan, vous avez été l'élève du grand Rav Uri Shaki, au Machon Meir, et vous êtes désormais Rav de la communauté de Shorashim à Jérusalem. Et vous, David, vous êtes doctorant du département d'histoire juive de l'université de Jérusalem, et vous êtes donc historien. Mais le fait est que, certains ne le savent pas, Ethan est un grand passionné d'histoire, et David, vous avez fait 6 ans de yeshiva avant d'obtenir un diplôme d'enseignant en Bible et Talmud, donc comme on le dit, on ne vous la fait pas. Voilà. Donc vous êtes aussi également tous les deux auteurs de livres passionnants que je vous recommande. Donc Ethan, vous venez de sortir Hanouka, le secret de la lumière éternelle aux éditions VAV, et vous préparez d'ailleurs un deuxième livre avec le même éditeur. Et vous, David, vous êtes l'auteur d'une trilogie de livres sur les idées reçues sur le judaïsme, dont un sur la conversion, aux éditions Auteurs du Monde. C'est aussi des livres passionnants que je vous recommande chaudement. Alors, c'est l'heure de démarrer notre grand débat. Donc, je vous rappelle le format et les règles. Pas de coup bas, pas de coup du lapin, comme on dirait dans Rocky. Et les règles aussi, c'est le respect du temps de parole de chacun. Donc, j'ai dans cette salle un sniper qu'on appelle Judith et qui s'assurera du bon respect du temps de parole de chacun. Voilà, ça sera extrêmement serré cette fois-ci. Alors, on va avoir des questions alternées à l'un et à l'autre. Bien sûr, comme on a la chance d'avoir 3 micros, vous pourrez bien sûr intervenir à tout moment, sans trop abuser, bien sûr.
Donc, une grosse heure de débat, 15 minutes de questions. Comme ça, les gens pourront récupérer de la fête du Nouvel An d'hier, la fameuse Saint-Sylvestre. Et d'ailleurs, en parlant de la Saint-Sylvestre. Alors, pour ouvrir ce débat, on va commencer en douceur, avec un sujet qui, en général, on le garde plutôt en fin de débat, car on a l'impression que ses effets ne se ressentent qu'à long terme. Il s'agit de la culture. Alors la culture, c'est pourtant un thème qui avait une place relativement importante, notamment chez le Rav Kook, n'est-ce pas, Ethan? La culture. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous pouvez nous dire quelques mots pour la culture, pour le Rav Kook, la culture, c'était la manifestation vitale d'une nation, dans ces mots-là. La culture juive n'est pas quelque chose qui est récente. Un peuple vivant propose un message à l'humanité, à l'universel. C'est ça la culture juive. Et ça a commencé avec Abraham. Et donc, tant que ce peuple est l'expression vivante d'une identité, il y a une culture juive. Lors de l'exil, il y a aussi une culture juive, mais qui ne va plus pouvoir s'exprimer à l'extérieur des murs du Beth Midrash. Et donc, ça va être une culture complètement interne. Le but de la renaissance de la Géoula, c'est que cette culture juive puisse redevenir un message pour l'humanité. C'était d'ailleurs l'un des grands débats au début de la recréation de l'Organisation sioniste mondiale. Il y a eu ce qu'on appelle la question de la kultura. À savoir, il y avait le mouvement Mizrahi qui avait été créé, c'est-à-dire ces religieux qui voulaient prendre part active au renouveau sioniste. Et la question était de savoir est-ce que le mouvement sioniste doit s'occuper de culture juive, ou alors simplement de politique, de créer un État. Et dans le mouvement religieux sioniste de l'époque, on disait non, il faut absolument pas s'occuper de culture parce qu'on est en minorité et que si on doit commencer à s'occuper de culture, ça va pas aller. Et ça a créé une scission parce qu'en fait, il faut s'occuper de culture juive. Alors justement, si on veut essayer de définir la culture juive, sachant que notre peuple provient aujourd'hui de plus de 100 ethnies différentes. Alors, qu'est-ce que c'est la culture juive? Est-ce que c'est un empilement de traditions millénaires, de juifs du Maroc, de juifs yéménites, ou est-ce que c'est la Torah, de la yeshiva et des rabbins? Qu'est-ce que c'est la culture juive authentique, selon David, par exemple, si vous le lanciez comme ça serait quoi pour vous la culture juive? Bon, je vais casser l'ambiance. Bonsoir. Bonsoir, David. Bon, ceux qui ont imaginé l'État juif, l'État des Juifs ou l'État juif, ce sont des Juifs qui venaient d'Europe centrale, qui étaient émancipés et qui, à un certain moment de l'histoire, ont été déçus des acquis de l'émancipation. Je veux parler évidemment de personnes comme Théodore Herzl ou Max Nordau, qui ont été des figures marquantes du sionisme. Ils sont arrivés à la conclusion que les Juifs non seulement étaient en danger, parce qu'ils étaient persécutés, notamment dans l'Empire de Russie, où 80% de la démographie juive se trouvait. Et pour eux, il s'agissait tout d'abord de créer un État, et pas spécialement en Palestine d'ailleurs, mais il valait mieux que ce soit en Palestine de l'époque, je parle de l'époque évidemment. Il s'agissait tout d'abord de sauver les Juifs physiquement. Et c'est vrai que lorsque Herzl a commencé à rassembler les congrès juifs sionistes à partir de 1897, il y a eu une opposition très très forte et violente, mais qui ne s'est pas personnalisée par le Mizrahi, mais plutôt par Echad Ha'am, et qui parlait justement d'un renouveau de culture. Bien que ce ne soit pas défini de quelle culture on parlait, les cultures nationales, juives nationales. Et d'ailleurs, Herzl a eu beaucoup de mal avec ce courant, parce qu'en 1903, le pauvre Herzl, voyant que ses projets n'avançaient pas, il avait proposé l'Ouganda, comme vous savez, parce qu'en 1903, il y avait aussi une autre vague de pogroms terrible en Russie, le pogrom de Kishinev, etc. Et que l'opposition au sein du mouvement sioniste était tellement forte qu'il en est mort un an plus tard, en 1904. À l'époque, je dis à l'époque, mais ceux qui ont pensé le sionisme, ils n'avaient pas encore réfléchi au problème de culture, parce que ils envisageaient tout d'abord de sauver le corps, de sauver les Juifs physiquement. Et Herzl n'a jamais compris pourquoi il y avait une si grande opposition, parce que pour lui, il fallait d'abord sauver physiquement les Juifs avant de réfléchir à quelle culture et quel, je dirais, de quel intellectualisme on va parler. C'était sa priorité, c'était la survie du peuple. La priorité était de sauver les Juifs qui étaient pogromisés en Russie et en Roumanie.
Donc maintenant, fais un bond en avant. Ceci étant dit, les visionnaires du sionisme et les fondateurs du sionisme estimaient, et ça Hetzel l'écrit dans les États juifs, que les rabbins devaient rester dans leur synagogue et les soldats, les généraux dans leur caserne. C'est-à-dire que le judaïsme devait évidemment être vécu, mais de façon tout à fait personnelle. Comment ils envisageaient la vie d'un État, puisqu'on parle d'un État juif ou un État pour les juifs, pour eux, pour Herzl, en tous les cas, et pour ceux qui ont fondé au départ le sionisme, les rabbins ne devaient pas s'occuper de politique. Alors justement, j'en profite pour poser une question De directement. dire qu'il y a eu quand même un grand pied de nez qui a été fait à ces personnages, puisque Hadam et Herzl, qui ne s'appréciaient pas, c'est le moins qu'on puisse dire, le fait qu'à Tel Aviv, leurs deux rues sont collées perpendiculaires l'une à l'autre, voilà, c'est la réponse du berger à la bergère. Alors, justement, donc le sionisme politique, donc voulait créer le juif nouveau en opposition avec le juif de diaspora. Les kibbutzim, l'hébreu moderne, l'esprit pionnier. Et au final, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on a un État où on ne peut ni naître, ni se marier, ni mourir juif sans la permission des rabbins. Alors, d'après vous, David, Pour la naissance, les rabbins, ils n'ont pas grand-chose à dire. voilà. Mais donc, est-ce qu'il y a, d'après vous, donc une forme de trahison de ce fameux statu quo de 1947? Et d'ailleurs, on peut peut-être repréciser ce qu'était ce fameux statu quo entre Ben Gurion et les autorités rabbiniques. Bon, je vais tout d'abord une phrase sur les fondateurs. Max Nordau, par exemple, qui était le bras droit d'Herzl, qui est enterré d'ailleurs à Tel Aviv, pas très loin d'ici, et qui a un nom de rue et même de quartier à Netanya. Lui s'était marié avec une Danoise protestante qui avait voulu se convertir au judaïsme quand elle a entendu parler justement de l'antisémitisme et des pogroms, parce qu'elle voulait par cela s'identifier avec le juif et le judaïsme. Et Norton lui avait répondu: non, c'est pas la peine de se convertir, de toute façon, dans l'État que nous créerons, vous serez une juive politique, pas une juive de loi, de la halakha. Et donc, je ne vois pas pourquoi dans l'État que nous créerons, avait écrit Max Nordau, on nous empêcherait de nous marier. Ça, c'était la vue des premiers visionnaires qui n'imaginent pas qu'on ne pourrait pas se marier entre deux communautés religieuses différentes. Le fait est que, là, je vais peut-être prendre un petit peu de temps, si vous me permettez. Un tout petit peu. Un tout petit peu. En 1912 est créé un mouvement qui s'appelle l'Agudat Israël. L'Agudat Israël, ce sont des juifs, on peut dire, orthodoxes, de différents courants, chassidim et lituaniens, de courants avant qu'ils s'opposaient, et qui, pour combattre l'émancipation, les Lumières juives, la Scala, décident, comme les sionistes, de fonder un mouvement pour essayer de peser. Ce mouvement était très important et s'est opposé au sionisme de façon virulente, jusqu'à la Shoah. Après la Shoah, après que l'Agudat Israël ait perdu 1 million environ de membres qui ont été assassinés par le régime nazi en Europe, et après que beaucoup de dirigeants, quelques dirigeants aient réussi à échapper aux griffes des nazis, l'Agudat Israël s'est senti un petit peu en faute responsable de n'avoir pas poussé un peu plus les Juifs, du moins pas émigrer en Palestine, mais c'est vrai que beaucoup de rabbins avaient dit de rester sur place et d'attendre que la tempête passe. D'un autre côté, Ben Gurion, à partir de 1946-1947, sentait que l'État d'Israël, en future étape, plutôt un État juif, allait bientôt se créer. Et qu'il fallait absolument obtenir le consentement de l'Agudat d'Israël, de ce mouvement juif religieux. Et donc c'est là qu'est né le principe du statu quo. Sachant que si l'Agudat d'Israël s'opposait farouchement à un projet, il faut se rappeler l'ambiance. Il y a des commissions d'enquête qui viennent ici. Il y a l'UNSCOP, mais avant, il y a une commission britannique et américaine qui vient ici pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette région. Qu'est-ce qu'on en fait? Puisque les Juifs
en 1945, ouvre une guerre ouverte contre l'Empire britannique, parce que les Britanniques refusent que les Juifs arrivent ici en Israël, en Eretz Israël. Et donc, Ben Gurion avait besoin de l'appui de l'Agudat Israël, qui était quand même un mouvement relativement important, et surtout avait besoin que l'Agudat Israël ne s'oppose pas au projet d'un État, d'un futur État. Et donc, comment s'est passé cet accord? Donc, concrètement, aujourd'hui, ce système dont on a hérité aujourd'hui, il repose sur quoi, essentiellement? Alors, il repose sur des points dont on s'est mis d'accord, mais on n'est pas rentré dans les détails. Voilà, c'est ça, c'est des grands axes, des grands principes. Par exemple, tout le monde était d'accord que le Shabbat doit être un jour de repos. Un jour de repos, il y a une loi du Shabbat et du jour de repos. Mais on n'avait pas parlé, par exemple, des transports publics. Ouais, ils n'ont pas été dans les détails. On va en parler de tous ces sujets, on va en parler. On avait parlé du statut familial, parce qu'on parle dans mariage, divorce, enterrement, etc., etc. Et là, Ben Gurion aussi avait cédé sur ce point. Je ne sais pas si vous savez, mais on a été 400 ans sous l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, la religion officielle, c'est l'islam. L'Empire ottoman était... On va pas remonter plus loin. Elle était relativement libérale et avait donné aux communautés religieuses la possibilité de s'organiser, une forme d'autonomie communautaire. Chaque communauté religieuse avait ses propres mariages, ses régime propres religieux ottoman. Voilà. Quand les Britanniques sont arrivés en 1917, ils ont compris qu'il ne fallait pas changer parce que ça fait 400 ans qu'on était dans la même constellation. Et quand Ben Gurion est arrivé, on lui a dit surtout ne change pas. Pour l'instant, ça marche, donc on reste comme ça. Ça pose des problèmes. Aujourd'hui, ça pose beaucoup de problèmes. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a environ 400, 450 000, c'est pas très clair le chiffre. Bon, en tous les cas, on va y venir, David. On va venir aux événements, aux problématiques d'Israéliens on va venir. qui sont définis comme sans religion. Tout à fait. On va pour rapport aux minorités, on va y venir dans quelques instants. Je vais juste terminer. Et que fasse Marie. Absolument. On va terminer juste sur la culture, un petit mot. Et on va attaquer après dans le dur. Pour le rabbin, l'influence des cultures étrangères, est-ce qu'elle est néfaste? Et elle est néfaste à quel degré? Alors, je voudrais dire, par exemple, en quoi fêter la Saint-Sylvestre, par exemple, c'est plus grave que de porter un jean Davis américain ou de chanter de la chanson française, par exemple. Est-ce que, pour lutter contre l'influence culturelle, est-ce qu'il faut lutter à la manière des Hashmonaïques, comme dans votre livre sur Hanouka? Bon, alors, 2 petites secondes. D'abord, l'exemple donné par le jean Davis, ça marche pas parce que c'est un jean juif. Ah, d'accord. Donc, ça serait un jean... Parce que Lévi-Strauss, à la base, je parle pas du philosophe anthropologue, je parle du jeanser. Ça reste un... Je cherchais rapidement mais non. un vêtement qui n'est pas... T'as pas un nom juif, j'ai pas trouvé. Voilà, y a pas... Non, mais... Alors, avant de répondre à ta question de la culture étrangère, est-ce qu'elle est importante, pas importante, bien, pas bien, sylvestre ou pas sylvestre, il y a quand même plusieurs choses qu'il faut revenir. Et justement, je pense que ça va être important pour la suite de notre débat. D'abord, je tiens à faire remarquer tout d'abord que l'Agudat Israël, certes, les passionnistes, comme on l'entend aujourd'hui dans le sionisme religieux, c'est évident. Il n'empêche qu'en 1916, l'un des grands responsables de l'Agudat Israël, le Chafetz Chaim, va inviter le Rav Kook, qui à ce moment-là est déjà en Agudat Israël, pour amener une autre facette de la lutte contre l'assimilation, qui est le fait de venir en Israël. Alors, c'est encore différent, il n'y a pas encore d'État, donc il n'y a pas encore d'opposition à l'État laïque, si tant est qu'il est laïque, de Ben Gurion, mais tout ça pour dire que l'opposition de la Agudat Israël au sionisme, c'est anachronique de dire en 1912 qu'ils sont opposés comme on pourrait avoir une opposition... Les 30, c'est avant la Shoah, il y a énormément... Oui, mais non, il y a des livres au fur et à mesure. Il y a des livres entiers, et pas un, qui sortent, et qui expliquent pourquoi c'est un blasphème contre Dieu de créer un État, surtout par des laïcs, contre les soignants qui sont dans le talud. La fictionniste, elle est bien sûr, très importante. Bien sûr, mais je rappelle simplement... Même si un sage ou quelques sages ont eux approuvé le projet peut-être d'un État, ça ne reflète pas l'ensemble. Non, mais attention, des rabbinim. Je dis pas le contraire. On va parler des pouvoirs rabbiniques. Il y a aucun problème. Sur la culture, j'aimerais savoir en quoi la culture est... Alors justement, avant de rentrer sur la culture, si tu me permets, j'aimerais prendre aussi ces 3 minutes pour expliquer ce qui est, à mon avis, l'essence des questions et des problématiques d'aujourd'hui.
Mais c'est là que je pense que l'histoire, comme disait le Rav Tzvi Yehuda Kook, c'est Esteria, Historias de Esteria, c'est là où Akadosh Baruch Hu se dévoile de manière cachée. Il y a évidemment un projet derrière tout ça. Et j'aimerais vous proposer une théorie qui est la mienne, qui est basée sur rien du tout à part mon analyse, sur ce qui s'est passé depuis, j'ai envie de dire, le début, ce qu'on appelle communément le début du sionisme moderne. Et on va partir à partir des premières aliotes de 1882, même si je sais qu'il y a eu des choses avant. T'inquiète pas, ça va pas prendre plus que 3 minutes. Je pense qu'on peut découper On va l'histoire. respecter le temps de parole, de toute façon. T'inquiète Donc, pas. normalement, tu as autant de Il y a pas de problème. David, Donc- pour l'instant, tu es dans les temps. Je pense qu'on peut découper l'histoire en série d'une trentaine d'années. Je ne vais pas rentrer dans l'enseignement du Gaon de Vilna, qui couperait plus en 42 ans et demi, mais une trentaine d'années, et à chaque fois, il se passe d'autres choses. À mon sens, entre les années 1880 jusqu'à la déclaration Balfour, on parle des rêveurs. On parle de ceux qui vont rêver la création d'un État. Évidemment, Herzl en est un des grands représentants. Ensuite, de la déclaration Balfour 1917 jusqu'à la création de l'État d'Israël 1948, trentaine d'années également, eh bien, nous passons du rêve à la réalisation du rêve. Et ça y est, en 48, on crée l'État d'Israël. Après, on arrive dans une nouvelle phase, de 1948, à mon sens, jusqu'en 1977, début des années 80, où on se bat pour la survie du corps de cet État. C'est-à-dire, c'est la période où toutes les guerres Israël sont des guerres qu'on appelle en hébreu kiyumiot, la guerre d'indépendance, la guerre même de 56, même si elle est moins fondamentale, mais la guerre de 67, la guerre de 73, la guerre de 6 jours, la guerre de Kippour. Les guerres où à chaque fois qu'on est attaqué, on a l'impression que demain, il n'y a plus d'État d'Israël. Après la guerre de Kippour, même si on a eu encore malheureusement des conflits, encore maintenant, ce ne sont pas du tout les mêmes guerres, et il n'y a pas du tout le même danger sur la survie même de l'État d'Israël par une armée qui vient nous attaquer tout. Et donc, à partir du début des années 80, je pense que de 1977, on va dire 80, jusqu'à 2010, c'est une autre trentaine d'années qui parle de la survie économique de ce pays. Ceux qui sont venus en Israël avant les années 80 savent que ici c'était le pays pas du tiers-monde, mais du quatrième monde. Et en 30 ans, on est passé de ce pays du quatrième monde à la 10e meilleure économie mondiale, à la Startup Nation, tout ce que vous voulez, à Israël aujourd'hui. Et donc, eh bien, depuis les années 2010, et je pense qu'on est en plein dedans, et c'est le débat, nous sommes arrivés au moment où notre sécurité, notre survie physique, à mon avis, est assurée, où la survie économique du peuple d'Israël en Eretz Israël, elle aussi, est assurée. Ça peut dire qu'il n'y a pas de problème à arranger, bien évidemment. Je pense que maintenant, enfin, on peut se poser, et à mon avis, c'est le sujet de nos trentaines d'années maintenant, c'est-à-dire de 2010, j'allais dire jusqu'à 2040-50. La grande question, ça va être, ok, on a fait tout ça, mais pourquoi on a fait tout ça? Quel est l'objectif de tout cela? À quoi on veut qu'il ressemble cet État? Quelle est notre volonté de créer? Et là, à mon avis, toutes les questions de ce soir, ça va être ça. Ça va être, mais c'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Donc voilà. Là, par rapport à ta question de la culture, voilà, j'ai pas oublié ta question. Il y a un texte du Rav Kook, justement, qui explique que lorsque nous sommes en état d'exil, alors tout enseignement, ajout culturel, qui ne viendrait pas du Beth Midrash, de chez nous, est extrêmement dangereux parce que il nous ferait partie. Donc, on est dans le combat culture. Et donc, à ce moment-là, il te dit, Il y en reste dans un. cette période-là, on prend rien qui vient de l'extérieur. Et de là, on voit que le Rav Kook était Ashkenaz. Puisque dans le monde séfarade, absolument pas. L'âge d'or des Juifs d'Espagne, ils étaient en exil, et pourtant, ils étaient tous complètement mêlés à la culture de cette époque-là et à cet endroit-là. Mais le Rav Kook dira, mais lorsque le peuple d'Israël revient en terre d'Israël, plus il revient, pas seulement au niveau du nombre de Juifs, mais plus sa présence est là, plus son identité se remet en place, et plus il peut se permettre de s'enrichir, non, de s'enrichir de choses qui viennent de l'extérieur. Tout n'est pas mauvais. Quand il y a des choses qui viennent de l'extérieur qui sont bonnes, il n'y a pas de raison de ne pas les Et prendre. qui décide qui est Donc, bon et ce qui est mauvais? D'abord, il y a une grande différence entre Torah et Chochman. Dit le Talmud, si on te dit Torah bagoïm, al ta'amin. C'est-à-dire que la connexion avec Dieu, tu vas pas la prendre des goïms. Par contre, parce qu'ils ont leur connexion, toi tu as la tienne. Par contre,
Chokhma bagoïm, ta'amil. Si les goïms peuvent apprendre des choses au niveau de la sagesse, de comment gérer un État, de comment mettre en place une société qui marche bien, ben, pas de raison de ne pas apprendre. Là, on parle de culture, donc Et pareil on pour la parle des culture. arts, de musique, de Là. cinéma, Et donc, de si, tradition. mais enfin, le cinéma comme la littérature, eh ben, si on peut apprendre comment on fait un bon film et après que le contenu soit un contenu qui nous est propre, ben pourquoi pas? On peut regarder un Rocky le soir de la Saint-Sylvestre, par exemple, c'est pas un problème. Alors, tu me parles de la Saint-Sylvestre en long, en large et en travers. Je vais te dire et je vais te dire très clairement. Oui, je pense, tu connais mon point de vue, je pense que c'est un vrai problème de stress Ça. de commémorer d'une façon ou d'une autre la Saint-Sylvestre. D'abord parce que Sylvestre, pour moi, il n'est pas saint. Le premier pape de l'histoire qui a lancé les premiers pogroms et qui a légitimé les premiers pogroms pour les juifs, on est au IVe siècle. Il y a quand même pas mal de litres de sang juif qui ont été versés à cause de lui. Je suis pas certain qu'il mérite dans ma bouche de se faire appeler saint. Mais, hein? Vous regardez sur, Oui. sur l'intelligence artificielle, sur site le pape Sylvestre du XIe siècle, Oui. il n'a jamais donné tort depuis. Bien sûr, Il n'allait pas s'y prérogative. bien sûr. Mais vous savez, mais petit personnage. Vous aurez droit, attendez, en tout cas, juste, il est temps de donner un ordre précis. vous aurez droit à des questions en fin de débat, vous aurez un micro qui va circuler, vous pourrez poser toutes les questions, gardez bien vos questions, notez-les, tu aurais posé vos questions. Et donc, comme ça, on peut dire que j'ai eu ce débat avec mon frère il y a quelques années. Parce que je me rappelle, c'était encore le président Hollande en France. On a vu un débat comme ça, il avait mis sur le groupe WhatsApp de la famille l'après-midi avant le 31. Voilà, bon réveillon à tout le monde, bonne fête, machin. Et moi, j'avais répondu bon mercredi. Parce que c'était un mercredi. Et il m'avait répondu, ah, le religieux, t'es lourd, machin. Et j'ai dit, regarde, si demain, alors je sais que je vais prendre un exemple exprès qui est excessif. J'ai dit, si demain, Hollande décide de férialiser le 21 janvier. Alors quoi? Parce que toi, tu me dis, mais non, mais on s'en fout du Saint-Sylvestre, on connaît même pas, il y a que toi qui sais ce genre de truc. Nous, on fait juste la fête parce que demain, c'est férié. Je lui dis, mais si on férialise le 21 janvier, tu feras la fête le 20? Il n'a pas réfléchi, il m'a dit, waouh, dit, certainement. J'ai dit, oui, mais moi, le 20 janvier 42, c'est la conférence de Wannsee. C'est le moment où on met en place la solution finale. Même si c'est férié demain, je ne peux pas, moi, fêter ce jour-là. Et c'est pas pour ça que je vais pas dire bonne année à mon ami non-juif. Donc, ce il faut matin. faire preuve de discernement. Par Exactement. rapport à ce... Ok, ça marche. On va faire un petit bond de temps. On va rentrer. Bon, là, on a fait un peu d'histoire. Bon, maintenant, on va rentrer dans l'actualité. On va passer quelques années et on va rentrer dans la fameuse loi sur l'État-nation. On va y revenir, on va y revenir. Alors, avant 2018, Israël fonctionnait sur une ambiguïté qui était héritée de la déclaration d'indépendance. On avait un État donc juif et démocratique. Donc, deux principes qui étaient supposés marqué. coexister en équilibre Où c'est marqué? dans la déclaration d'indépendance. Ah Donc, on avait une égalité. Attends, excuse-moi. C'est marqué quelque part dans la déclaration d'indépendance que l'État est démocratique? Alors, justement, tu vas me corriger. Il est bien écrit qu'il y a une égalité sans distinction de religion, de race ou de sexe. Ça, c'est... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il n'est marqué nulle part que l'État d'Israël, je ne suis pas contre, hein, j'ai aucun problème, je suis pour la démocratie, mais il est marqué nulle part que dans la déclaration d'indépendance que l'État d'Israël doit être un État juif et démocratique. Alors, d'accord. Donc, en revanche, il y a bien une égalité. D'accord, il y a l'égalité. Donc, dans ce principe d'égalité, la loi de 2018, elle vient rompre cette égalité puisqu'elle établit maintenant une hiérarchie. Donc, on a, dans la loi de 2018, le droit à l'autodétermination nationale exclusif au peuple juif. On a l'hébreu qui est la seule langue officielle puisque les autres langues sont rétrogradées. Et on a les implantations juives qui sont érigées en valeur nationale à promouvoir. Donc, on a maintenant deux lectures en tension de l'État. On a donc Médina Yehudit, c'est-à-dire un État qui est défini par son caractère ethnique, c'est l'État du peuple juif, donc diaspora inclus. Donc ça, c'est la lecture nationaliste qu'on a maintenant avec cette loi. Et on avait auparavant l'État des Juifs, donc c'est le cœur de notre sujet, Medinat HaYehudim. Et là, l'État, c'était plutôt une république où la majorité juive, elle façonnait naturellement le caractère de l'État, mais où la citoyenneté qui prime sur l'appartenance ethnique. Et ça, c'est une vision qui a un peu de plomb dans l'aile. Donc, j'aimerais savoir, depuis 2018, David, je voudrais m'adresser à vous, qu'est devenu le concept d'égalité? C'est pas pour nous, finalement, l'égalité, si j'ai bien compris. Bon, j'ai mal à commencer en 2018. Eh oui, mais il faut qu'on s'attaque aux problèmes actuels, c'est pour ça. Alors, je vais juste une ou deux minutes récapituler. Je pense que Ethan sera d'accord avec moi. Lorsque, encore une fois, les visionnaires de l'État d'Israël, Herzl et Ben-Gurion et tous ceux qui ont participé à la création de l'État, ont envisagé
un jour un État juif, c'était une évidence qu'il soit démocratique. Et il y a plusieurs raisons, même si ce n'est pas marqué dans la déclaration d'indépendance. Tout d'abord, Herzl a souhaité que les femmes aient le même poids, les mêmes votes que les hommes dans les congrès sionistes. On est en 1897. En France, il faudra attendre 1945. Ça, c'était une révolution. Alors que le Rav Kook, lui, ne voulait pas trop que les femmes aient là du tout. Non. Et se soient représentées publiquement. Et Herzl avait une vision totalement démocratique de son projet, puisqu'il était d'ailleurs journaliste pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. Il a écrit même un livre qui s'appelle Palais Bourbon. Oui. Donc c'était une évidence, mais c'était aussi une évidence pour Ben-Gurion. Et évidemment, la déclaration d'indépendance qui a été bien travaillée, parce qu'on parle de minorité, elle dit la chose suivante, ce que je l'ai écrit là. L'État d'Israël assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de race ou de sexe. Il garantira la liberté de religion, de conscience, de langue, d'éducation et de culture. Il protégera les lieux saints de toutes les religions, etc., etc. Sur l'égalité. C'est-à-dire que pour ceux qui ont fondé l'État d'Israël, pour eux, il était clair que cet État pouvait se résumer dans 2 notions que tu as citées, un État juif et démocratique, et toute l'acrobatie depuis 48, de savoir comment on arrive à faire un équilibre entre un État juif et un État démocratique. Parce que quelquefois, ces 2 valeurs s'entrechoquent. Parce que si on parle d'État juif, on parle d'un État juif, bien religieux comme il faut. Il faut revenir à la royauté. Dans la Bible, qu'est-ce qu'on a comme exemple? Qu'est-ce qu'on a à Hanouka? On a des rois, les Maccabim, c'est des rois, et ils sont prêtres aussi. Mais avant, dans la Bible, alors, c'est ce qu'on veut, la royauté? Vous voulez un roi? Un roi dictateur? Ouais, c'est ça ce que vous voulez, un roi? Oui, Il y a des gens qui veulent me dire que c'est une royauté absolue? Oui, je me demande, est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre dans une royauté? Oui, ben, moi non. Moi, j'ai pas envie. J'ai envie de vivre dans une démocratie où il y a une liberté d'expression, parce qu'un roi, quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous coupe la tête. Quand vous n'êtes pas d'accord avec lui, Il y a des présidents qui sont pas rois et qui ne sont pas très démocratiques. alors, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a 2 visions. Il y a des gens qui veulent revenir à une royauté. Il n'y a pas de problème, hein, c'est leur droit. On est en démocratie ici. Mais quand on reviendra à une royauté, on ne sera plus en démocratie. David, Il n'y aura plus de liberté d'expression. David, attends, je vais reformuler ma question juste pour recentrer. Donc, est-ce que la loi de 2018 a entraîné une rupture d'égalité selon toi? Alors, la loi de 2018, elle s'appelle la loi Nation. Et elle définit le drapeau, la langue. Ça, c'est très bien. Elle définit la langue, pas encore, j'ai noté. Le symbole, l'hymne, tout ça, c'est formidable. Le problème, c'est qu'en Israël, nous avons des minorités qui ne sont pas juives, mais qui participent à la vie du pays. Des fois même qui participent parce qu'ils meurent pour le pays. Je prends l'exemple, par exemple, des Druzes et des Circassiens. Vous allez dans les villages druzes, il y a un cimetière militaire. Et donc, ces Druzes, quand cette loi Nation qui ne fait aucune référence, en fait, elle est très bien la loi Nation, mais il manque quelque chose. Il manque le fait que des minorités qui ne sont pas juives et qui participent activement à la défense du pays et qui des fois payent de leur vie et qui se sacrifient pour la sécurité d'Israël ne sont pas mentionnés. Et comme ils ne sont pas mentionnés, eh bien, ils ont ressenti, et je peux comprendre, parce que si j'étais à leur place, ce serait la même chose, une immense frustration. Tout à fait. Et une immense ingratitude de la part de la Knesset, du gouvernement, qui ne fait pas mention. Tout à fait. Et alors juste là-dessus, est-ce que l'égalité du sang ne devrait pas primer? Je suis tout à fait d'accord avec la dernière phrase qui a été dite ici par David, à savoir que la loi Nation est très bien, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque quelques petits ajouts extrêmement halachiques qui lui manquent. Alors, juste pour illustrer, attends, juste ce que dit David, on a un général druze, Amalassa, qui dit « L'absurdité actuelle est que l'égalité entre druzes et juifs n'existe que dans 2 endroits, dans l'armée et dans les cimetières. » Oui, c'est une absurdité de dire ça, Kol Hakavod, parce que il y a des Druzes qui peuvent être autant médecins, avocats, députés,
L'égalité en Israël, elle est partout dans tous les systèmes. Après que tu me dises que il n'y a pas l'égalité au niveau de l'État d'Israël qui aurait comme symbole de l'État un symbole druze, bah oui, l'État d'Israël, c'est l'État-nation du peuple d'Israël. Par contre, et c'est là que je dis que je suis d'accord qu'il faut faire un ajout à la loi nation, c'est de rajouter en grosses lettres le concept de Ger Toshav. C'est un concept juif qui est très très fort et très présent, qui existe depuis le moment où on est rentré en Eretz Israël, qu'il y avait déjà à l'époque des gens qui n'étaient pas juifs et qui étaient en Israël, mais dans la loi juive, parce qu'on parle de culture, on parle d'identité, eh bien, un non-juif qui habite en Israël, mais qui veut participer, qui est pour le respecter la souveraineté de l'État d'Israël, du peuple juif en terre d'Israël, lui qui veut participer, qui veut être présent, eh bien, d'après la loi juive, nous avons le devoir, eh bien, non seulement de lui donner tous les droits civils possibles et imaginables, de le protéger, de lui laisser avoir accès à tous les systèmes de l'État, et c'est tout à fait normal. Donc, de dire que toute personne qui n'est pas juive et qui décide de lier son identité, son destin à celui d'Israël, qu'il ait également de droit au chapitre, tout à fait, que dans les villages druzes, et d'ailleurs c'est ce qui se passe, il y ait le drapeau d'Israël et à côté le drapeau aux 5 couleurs, 5 couleurs des druzes, eh ben c'est très bien et c'est ce qui se passe. Maintenant, là où je reviens sur ce qui a été dit, je vais essayer de partir à la défense de ce fameux roi qui fait peur à tout le monde. D'après la loi juive, on n'est absolument pas obligé, d'après l'idéal de la loi juive, on n'est pas obligé de mettre un roi sur la tête, enfin à la tête d'Israël. Il y a un verset dans la Torah qui dit Som tasim alecha melech, donc mets à ta tête un roi, kechol agoyim asher sevivota, comme les différentes nations qui sont autour de toi. Alors bon, évidemment, on va pas faire d'anachronisme. À l'époque de la Bible, il n'y avait que des rois. Mais le natif de Vologine, qui vit à l'époque où les rois sont plus tellement à la mode, on est à la fin du 19e siècle, début du 20e, son explication dans le livre Emek Davar sur la Torah, eh bien, nous dit, cette phrase-là, comme toutes les nations qui sont autour, nous invite à aller regarder ce qui se passe autour de nous. Si tu vois que dans les pays où il y a un roi, ça se passe mieux que dans les pays où il n'y a pas de roi, alors mets un roi. Et si tu vois que dans les pays où il n'y a pas de roi, ça se passe mieux que dans les pays où il y a un roi, alors mets un président élu démocratiquement. D'accord. Et ça marche. C'est ça, mais c'est une le natif de Vologine reconnaît en fin de compte qu'il y a des systèmes Qui peuvent être, pour bien sûr. gérer un État qui sont meilleurs que ce que la royauté avant proposait. Mais il faudrait Parce être que- idiot pour ne pas voir Voilà. qu'il y a eu d'évolution en 3000 ans. Bien sûr, Donc s'il y a mieux et que ça marche mieux, mais pourquoi pas? on est d'accord. Aval, aval, et c'est là le grand aval, je pense que c'est il y a un autre texte de Rav Kook qui dit, et Rav Kook qui était un élève qui vient de Vologine, dit oui mais ça se fait pas de prendre au peuple juif son espoir du Messie, Mashiach ben David, qu'on a pris depuis 2000 ans. Et donc, en fait, il propose plus un système à la mode du roi d'Angleterre. Bon, j'allais dire la reine d'Angleterre, mais aujourd'hui c'est redevenu un roi. C'est-à-dire qu'il y ait une personne qui s'appelle roi et qui est là pour être un représentant, une figure, on va dire, plus symbolique. Comme le président. Comme le président, exactement. Qui s'appelle roi et pas président, en vrai, qu'est-ce que ça change? Si après la direction de l'État est donnée à des gens qu'on va appeler Premier ministre et autres qui essaient et députés, eh ben, ça n'a aucune contradiction interne avec le judaïsme. Bon, très bien. On parlait juste une phrase, on parlait de culture extérieure, etc. Il faut reconnaître, euh, l'État juif, l'État d'Israël, a adopté énormément je dirais, de caractéristiques que les nations ont adoptées après des siècles de despotisme et de royauté absolue. La France a inventé, entre autres, avec l'Angleterre, la démocratie. Et pour l'instant, ces régimes-là, pour l'instant, je dis, ça marche encore. Et c'est ce qui marche en Israël. On vit sur un système, je parle pas seulement de la démocratie, pas seulement du régime, je parle de la juridiction. Qu'est-ce que la juridiction israélienne? C'est une salade mixte entre le droit ottoman, le droit mandataire britannique, entre des juifs allemands qui ont fui Hitler et qui ont nous apporté du droit allemand, entre des juristes américains juifs qui sont venus en Israël et qui ont eu aussi leur grain de sel, puis maintenant, un droit israélien, et quelquefois, quand il y a une lacune, parce que c'est comme ça que c'est défini dans la loi, un peu de mishpat ivri, c'est-à-dire de juridiction rabbinique, qui rentre un peu, Peut-être qu'il manque Dans- un petit peu dans le de Isoun, d'équilibre. pour l'instant, c'est comme ça, comme serait
Ça marche. Alors, on peut critiquer, et à des tribunaux rabbiniques aussi, on peut s'adresser de façon tout à fait personnelle. Ce qu'il faut en fait, et c'est peut-être la même chose pour les mariages, etc., ce qu'il faut évidemment laisser à toutes les personnes qui veulent pratiquer, s'adresser à un tribunal rabbinique, qui veulent respecter le Shabbat, étudier, qui veulent. Il faut absolument, évidemment, que tous les juifs puissent pratiquer leur judaïsme comme ils l'entendent, mais il faut prendre en compte, c'est peut-être pas notre cas, qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Et qu'on ne peut pas les forcer. Parce que si on les Tout à force, fait. On va on parler n'est plus de la- on n'est plus On va parler de la coercition sur les mitzvot. Je vais vous parler d'une autre rupture d'égalité. On va prendre les faits récents, les faits d'actualité, sur la peine de mort. Alors, comme vous le savez, il y a un projet de loi qui a été adopté en première lecture, qui a été proposé par Jean Kotzma Yehudi sur la peine de mort et qui est formulé de manière à s'appliquer exclusivement aux Palestiniens qui tuent pour nuire à la renaissance du peuple juif sur sa terre. Donc, par exemple, un juif de Hayosh qui tuera un Palestinien pour des motifs nationalistes ne serait pas passible de la même peine. Est-ce que cette formulation asymétrique, ça ne vous gêne pas, Ethan? J'ai pas vu le projet de loi exact. D'abord, je pense qu'il y a un petit problème parce que ça voudrait dire quoi? C'est qui est palestinien? Est-ce qu'il vient de Judée-Samarie? Est-ce que si un arabe de Akko fait un acte terroriste, alors il est israélien? Alors est-ce qu'il est considéré comme terroriste ou pas? Je ne connais pas le projet de loi exact, donc je ne peux pas répondre. Évidemment que théoriquement, quelqu'un qui fait un acte de terrorisme, quel qu'il soit, doit être jugé de la même façon. Mais cette volonté de toujours vouloir essayer de ramener à une espèce de dissonance parce que deux poids, deux mesures, en fait, c'est pas juste pour la simple raison qu'il n'y a pas de double réalité. Oui, tu peux pouvoir me trouver des cas, et on les connaît tous, parce qu'ils ont tellement fait les unes des journaux quand ça arrive, parce que ça arrive une fois tous les 36 du mois, quand il y a un juif qui fait n'importe quoi et qui massacre Mais quelqu'un. donc, théoriquement, vous êtes d'accord que si la formulation concerne exclusivement... Enfin, on n'a pas C'est un attendu. problème. Mais c'est pas une question de peuple juif, pas peuple juif. On n'a pas attendu dans le judaïsme le nouveau projet de loi pour dire que celui qui tue son prochain, il est passible de mort. C'est-à-dire que ça ne nous dérange pas de dire que quelqu'un qui prend la vie de son prochain, a fortiori pour le terrorisme, il doit être jugé avec la plus grande fermeté. Je dis simplement que dans la réalité, malheureusement, en Israël, le terrorisme, il n'y en a pas des deux côtés. Hein. David, vous êtes d'accord? Oh, c'est un projet de loi très, très populiste parce que dans les faits, la majorité des terroristes qui font des attentats terroristes sont liquidés, neutralisés dans un langage. Et de toute façon, la peine de mort, elle est déjà appliquée quasiment maintenant. Tous les terroristes qu'on a libérés, c'est parce qu'ils n'ont pas été justement. Je ne dis pas tous, mais la peine de mort existe dans la loi israélienne. Il n'y a rien de nouveau. Et Shmuel, qu'on l'a pas mis en prison. Est-ce que vous savez que Shmuel, il a été pendu par la loi, par Ponce? Donc la peine de mort, la peine de mort, Vous allez pouvoir intervenir après. la peine de mort, elle existe en Israël. Il n'y a rien de nouveau. Pardon? Elle existe. Oui. Non, Oui, mais elle existe. La loi, elle existe déjà. Elle existe déjà. Regardez, notez vos questions, on est en retard. La loi existe, la loi sur la peine de mort existe. On n'invente pas Pas à la vie, continue maintenant. Donc, moi, mon avis personnel, Oui. c'est un terroriste qui a tué des enfants, ne me dérange pas qu'il soit condamné à mort. Été. Voilà, ça c'est dit. Très bien. Alors, on va passer donc au statut marital. Alors, sur le statut marital, Je ne sais pas si ça dissuadera. Hein. Parce que Non, mais au moins on voit beaucoup de terroristes sont déjà faits à mourir. Oui, mais au moins on ne va pas le libérer pour une prochaine échange des bonnes années. Non, la question, alors juste pour terminer avec ça, la question n'était pas sur oui, êtes-vous pour ou contre la peine de mort. La question, c'était sur la formulation, puisque dans la formulation du projet, il est spécifié que ça s'applique exclusivement aux Palestiniens qui tuent pour nuire à la renaissance du peuple juif sur sa terre. Donc c'était la formulation. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de rupture d'égalité dans la formulation? Si on voulait remettre à jour la peine de mort, il ne fallait pas préciser de quelle population on parle. C'était la rupture d'égalité. C'est là-dessus que je voulais m'y entendre. Non. Ok, on va passer au statut marital. J'étais très en retard, on a beaucoup de sujets. Excusez-moi, on prendra du temps pour les questions. Je vous promets de noter. Et oui, mais on aimerait parler. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait aborder. Enfin, beaucoup de choses qu'on aimerait aborder. Alors, concernant le statut marital, alors, comme vous le savez, le statut marital, la situation actuelle, elle est inchangée
puisque Israël n'a toujours pas de mariage civil. Le seul moyen de se marier légalement d'Israël, c'est le passage par les autorités religieuses, le grand rabbinat pour les juifs, les tribunaux islamiques pour les musulmans, et le 24 décembre dernier, donc là c'est tout récent, on essaye d'être dans l'actualité chaude, c'est avec le président de la Knesset, Amir Ohana, a voté en faveur d'un projet de loi sur le mariage civil. Ça a été proposé par l'opposition, par Yesh Atid, et le projet a été rejeté, donc il y a eu une crise politique majeure. Le Shas et Yahut, la Torah, ont violemment réagi, ont accusé Amir Ohana de piétiner la Torah. Donc bref, le mariage civil reste bloqué, malgré dans les sondages, malgré le soutien de 70% de la population. On a des solutions de contournement qui existent, vous savez. Donc il y a effectivement des mariages civils qui peuvent être célébrés à l'étranger, qui peuvent être célébrés à Chypre, qui peuvent être célébrés par visioconférence avec l'UTA depuis 2022. Et donc l'État, voilà la question, l'État refuse de célébrer des mariages civils sur son territoire au nom du statu quo religieux, mais reconnaît pleinement ces mêmes mariages quand ils sont célébrés par Zoom depuis l'UTA. Donc David, est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'hypocrisie? C'est pour assurer le public, je suis marié sous une choupa avec 2 témoins tchérim. Et donc je suis tout à fait moi, d'accord pour que ceux qui veulent se marier dans le cadre de leur croyance religieuse, il y a je crois 11 ou 13 tribunaux religieux différents, pas seulement islamiques, il y a aussi parmi les communautés chrétiennes des tribunaux. Donc il faut, bien sûr, le mariage juif, c'est très bien, mais il faut aussi également réfléchir, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne peuvent pas, ou ceux qui ne veulent pas. Donc encore une fois, est-ce qu'on est dans un système de coercition, d'obligation? Vous savez que la loi d'Urtum s'étend pas seulement aux juifs qui sont nés de mères juifs, mais ceux qui ont des grands-parents ou qui se sont mariés même avec des non-juifs, etc. Et comme je l'ai dit, comme j'essaie de le dire, on a une population qui compte environ 400 000, on ne sait pas très bien, de personnes qui n'ont pas d'identité religieuse. Donc, quand il y en avait 10 000 ou 15 000, c'est pas très grave. Mais maintenant, ça devient une population importante. Il y a aussi, et moi, ce que je vois personnellement, ces 20 dernières années, je vois des mariages qui sont bizarres, à laquelle je suis là depuis 42 ans, je n'avais jamais vu ça. Une fois, j'ai vu un mariage avec une femme rabbin qui était lesbienne, et oui, j'ai vu ça, et j'ai vu aussi des mariages qui étaient des mariages sous une choupa, mais sans rabbin, des choses bizarres. Pourquoi? Parce que je constate, peut-être avec regret, hein, ça c'est un problème d'éducation, peut-être qu'on parlera aujourd'hui d'éducation aussi juive en Israël, parmi les Israéliens, mais je constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas passer sous la choupa avec un rabbin. Et donc, ils cherchent toutes sortes d'alternatives symboliques, mais qui ne sont pas des mariages reconnus. Le fait qu'un mariage soit reconnu à l'étranger, c'est parce que Israël a signé sur une charte de droit international privé. C'est juridique, c'est pas du tout religieux, c'est juridique. Et de la même façon qu'on reconnaît un mariage israélien en France ou dans le monde, Israël est obligé de reconnaître un mariage qui est fait à l'étranger par des accords de droit internationaux privés. Et donc, moi qui suis pour tous les mariages juifs avec un rabbin et pour que les musulmans se marient entre eux chez le cadi, hein, chez le cadi, je suis aussi pour laisser une alternative à ceux qui ne veulent pas faire un mariage civil parce que ou ils ne peuvent pas se marier religieusement, ou ils ne veulent pas. Religieux, tu veux dire. Ils ne peuvent pas se marier religieusement. Voilà. Alors, justement, Ethan, est-ce qu'on ne crée pas, juste pour rebondir sur ce que dit David, est-ce qu'on ne crée pas de fait une catégorie de sous-citoyens, donc les 400 000 ou 500 000 personnes qui ne peuvent pas se marier, et surtout, est-ce que d'un point de vue halachique, est-ce qu'on ne résout pas aussi le problème des mamzerim? Est-ce qu'on ne se met pas en conformité avec cette problématique-là aussi? D'abord, il n'y a pas de sous-citoyen parce qu'il y a un problème de mariage. Il reste citoyen, il n'y a pas de problème. Les mots sont importants, surtout aujourd'hui. Maintenant, je suis en complet désaccord. Je pense qu'il faut que le mariage reste une institution qui reste selon les lois de la Torah pour le peuple juif, mais pour une raison très simple. Depuis l'Antiquité, la première fois qu'on voit parler de mariage dans des textes, on parle de l'Égypte antique, sans parler que de la Torah, ça a toujours été une institution sociétale. Le mariage n'est pas une affaire privée, n'a jamais été une affaire privée. Quelle que soit la société et la civilisation, on passe devant un représentant de cette dite société
que ce soit le représentant clérical, que ce soit le représentant en Égypte antique, il fallait se faire inscrire par le scribe, et le scribe avait un statut politique, pas seulement un statut qui c'était lui qui savait dessiner. Vous êtes à grimace, David. Moi, Non, parce que l'institution, le représentant peut être aussi monsieur le maire, ça se passe en fait. Mais En fait, ce que dit Ethan, non, mais le maire, c'est un représentant de là. ce que dit Ethan, ce qu'a fait la Révolution française, c'est qu'elle a repoussé le clergé, l'Église, des institutions de l'État et même du fonctionnement de l'État. Donc, ils ont mis le clergé de côté. Après, ils ont fait une loi en 1905 de séparation. Et ils ont permis à des gens qui ne voulaient pas justement être dépendants d'un clergé de pouvoir accomplir des actes familiaux, parce qu'un mariage, c'est une coopération entre deux personnes qui s'unissent et qui vont fonder une famille, pas spécialement devant, enfin, ils sont devant une autorité, l'autorité peut être laïque, et en fait, État dit, tout ce que la France a amené pour le mariage laïque, il ne faut surtout pas le faire ici. Non, Parce c'est pas la question. il faut garder ce mariage religieux. Non, David, Il ne solutionne pas non plus. Non, mais 2 secondes, j'ai pas encore pu développer. Je ne parle pas de questions religieuses ou pas religieuses. J'ai dit que le mariage depuis l'Antiquité est une institution sociétale. Ce n'est pas une affaire privée, le mariage. C'est une affaire publique. Tu n'as pas cité parmi les options pour quelqu'un qui voudrait se marier et qui ne se revendique pas juif ou qui veut pas se marier. Il y a un système qui ressemble beaucoup au Pax en France qui s'appelle le concept de Yeduim Batsibour. C'est un concept juridique. Tu peux te faire déclarer comme ça au Misrad Apnim et tu as exactement les mêmes avantages fiscaux, légaux, machin, hein, que la personne qui est mariée. Donc, tu peux tout à fait avoir les mêmes accès et même à l'adoption si tu veux adopter quand tu es reconnu comme étant Yeduim Batsibour, c'est-à-dire que c'est une autorité publique que vous êtes ensemble. Je dis donc que le mariage est une question sociétale. Donc, je pense que oui, ça doit être une question de société. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. La question est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour la société de l'État d'Israël. Moi, de mon point de vue, et tu as parlé des mamzérites, c'est sûr que le fait que on ne se marie que par le rabbinage, pas pour les juifs, eh bien, ça règle le problème des mamzérites. Si on commence à pouvoir se marier n'importe comment et divorcer n'importe comment, eh bien, ça va au final créer une scission dans le peuple juif parce qu'on ne pourra plus se marier les uns avec les autres. Sauf que le mariage tout n'importe comment n'est pas reconnu comme un mariage d'Alaha. Donc les gens ne sont pas mariés. C'est pas le problème. Et s'il l'était, ou si demain, on se marie religieusement parce qu'à ce moment-là de notre vie, on était plus ou moins favorable, et puis après on a changé, et puis on a divorcé de manière civile. Et personne ne le sait au niveau rabbinique, et c'est pas inscrit, et machin. Ça pourra créer des grands problèmes, et il faudra, pour pouvoir se marier, avoir des arbres généalogiques qui rappellent notre Yéhous, c'est-à-dire comment on s'est marié, pas marié, et ça peut être des grands problèmes. Mais moi, ça c'est un cas technique. Moi, ce qui me dérange, c'est, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société dans l'État d'Israël? Moi, je pense que l'État d'Israël, c'est l'État, pas seulement nation, mais c'est l'État de l'identité d'Israël, et l'identité d'Israël, eh bien, la Torah en fait partie. Et donc, lorsqu'il s'agit de venir mettre un nouveau statut au niveau de la société, je pense que c'est très important, et ça rejoint exactement ce qu'on va arriver avec le transport en public, le transport en commun Shabbat, tout ça. Quelle est l'ambiance de la collectivité et non pas de l'individu? Que l'individu vive sa vie personnelle et ses relations intimes comme il le souhaite, ça ne me dérange absolument pas. Ça dérange aucun rabbin d'ailleurs qu'il y ait des couples homosexuels qui vivent ensemble, qu'ils décident de faire une fête pour célébrer leur union, et ils peuvent encore une fois en Israël se reconnaître comme étant Yedouin Batsibour, et ça règle le problème de toutes les minorités qui n'ont pas. Alors, justement, je repentais juste Ethan sur ce que vous dites. Dans la décision de la Cour suprême sur la loi de 2018, donc elle a été votée à 10 voix contre 1 et a été jugée constitutionnelle, elle estime que le droit à l'autodétermination du peuple juif ne nie pas les droits personnels ou culturels des minorités. Donc, cette distinction qu'on fait entre droits nationaux et droits individuels, elle est pertinente. Bien sûr. Au niveau individuel, le judaïsme n'a pas son mot à dire. C'est-à-dire que la halakha, la loi juive, n'a jamais eu pour vocation de venir t'obliger à faire quoi que ce soit. Je ne parle pas des relations entre les êtres humains, c'est-à-dire si tu l'as volé, et il faut rendre. Mais au niveau de ma relation avec Dieu, la halakha ne fait pas intervenir le beddin, le tribunal, quoi que ce soit, dans ma relation avec Dieu. C'est mon problème, et je m'arrangerai avec lui quand j'arriverai là-haut. Mais tout ce qui est du domaine de la société, du domaine public, ce qu'on appelle dans la halakha le befaresia, alors ce n'est plus ta relation privée. Et donc à ce moment-là, tu demandes
le tampon de cachérisation de la société, ben on a le droit de poser la question. Est-ce que j'ai envie d'une société qui a une enveloppe juive, ou est-ce que je veux une société en Israël qui a une enveloppe occidentale? Alors, je sais que c'est tout le problème. Là, ce que vient de dire Ethan, c'est tout le problème de cet État d'Israël depuis sa création. C'est-à-dire, comment créer un État démocratique qui est aussi un État juif, juif démocratique. Et comment les dirigeants... État Mais démocratique, c'est pas. C'est Après, prévu. non, mais l'État démocratique, il y a des Et élections, démocratique. il y a un pouvoir D'abord, législatif. entre parenthèses, il n'est pas vraiment démocratique. Et- L'État d'Israël, non mais sérieusement, je ne parle pas ici de la gauche ou pas de la gauche, je ne parlerai pas. Il y a des élections, il est démocratique. Non, excusez-moi. On vit dans un régime démocratique par représentation. Ce n'est absolument pas la définition de la démocratie Oui, à la grecque. à l'origine. Oui, oui, d'accord, on n'est pas dans une police On n'est pas, c'est le peuple Et même en qui doit France, décider. même en France aussi, lui, il décide D'accord, pas. Donc, je suis d'accord. Je dis simplement que si demain on décide d'arrêter la guerre à Gaza, c'est pas nous qui pourrons décider, c'est la Knesset qui pourra. Et heureusement qu'on fait quand des référendums à chaque décision, pour savoir si nos idées. Oui, mais moi je trouve que c'est dommage que depuis 48 on n'en ait pas fait un seul. C'est très, oui, c'est possible. Tout ce que je veux dire, et je voudrais qu'on comprenne la complexité. Un État juif et démocratique, c'est un État qui a un caractère juif. Le caractère juif, il s'exprime de plusieurs façons. La langue officielle, c'est l'hébreu. L'histoire qui est enseignée à l'école, c'est la Bible. Les fêtes qui sont fêtés en Israël, ce sont les fêtes juives, et pas ni Sylvestre, ni je sais pas qui d'autre. Le calendrier, c'est un calendrier juif. Le jour du repos, c'est le jour du Shabbat, et pas le dimanche ou d'autres jours dans le monde entier. Et ça, les fondateurs de cet État-là étaient d'accord avec ces notions-là. Maintenant, comment on résout des problèmes qui ne sont pas, qu'on ne peut pas résoudre d'après la loi juive, ça reste un vrai problème. Je prends un exemple. Si un Cohen il tombe amoureux d'une divorcée, il ne pourra pas se marier. Et pourtant, il l'aime. Pourtant, il voudrait une cérémonie. Alors, pas une cérémonie religieuse qu'il ne peut pas. Donc, il faudrait peut-être penser, peut-être à une cérémonie alternative, pour ceux qui ne veulent pas. Et vous ne vous rendez pas compte, enfin, il y a une contestation parmi les jeunes de plus en plus importante qui refusent maintenant d'être obligés de se marier devant des rabbinim. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est dû peut-être, je sais, à peut-être l'implication du parti politique religieux dans la vie politique. C'est- Sans doute qui écœure les gens. Tu auras remarqué, et il y a beaucoup Et donc, de jeunes juifs qui passent par l'intermédiaire de l'organisation Tzora pour se marier, absolument. parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire au rabbin du grand rabbinat. Peut-être que le grand rabbinat, on doit faire un grand Bedek Bait, on doit faire une grande vérification interne de pourquoi est-ce qu'il y a une grande partie de la jeunesse juive qui est réticente. Mais de mettre en place des nouveaux systèmes pour faire en sorte que le rabbin fasse moins peur, c'est très, très bien. Ça ne dérangera pas un Cohen de ne pas pouvoir se marier avec une convertie au judaïsme, par exemple, ou une divorcée. Et donc, Voilà, ça va. Oui, mais madame, je reconnais que c'est la Torah, mais ici, c'est pas un pays d'Halakha. Parce que si c'était un pays d'Halakha, madame, il faudrait aussi lapider les gens qui prennent la voiture Shabbat. Voilà. Eh bien, Si, voilà. Si, c'est là. Eh bien, non. C'est pas du tout la. Excusez-moi. Alors, je me permets de C'est répondre. ça écrit dans la Torah aussi. Oui, mais. Ah, excusez-moi. Et une femme qui trompe son mari aussi, il y a la lapider. 5 minutes. Ça, c'est moi. Ça sont des questions dans 5 Ouais, minutes. mais c'est très important, C'est pas écrit dans la Torah. les amis. Attends, elle ne doit pas essayer de calmer. C'est très important ce que tu viens de dire. C'est le cœur, à mon avis. Il y a beaucoup de gens qui ont très peur. Il y avait un sticker comme ça en Israël qui est passé à l'époque de la réforme, même peut-être avant. Medinat Halacha, Halacha Medina. C'est-à-dire, s'il y a une Médina de la loi juive, alors c'est la fin de l'État. Et là, ce qui se passe en Iran, bah, Vous les êtes périmés. Alors, si je peux me permettre, si je peux me permettre, il n'y a absolument, et si vous me permettez de me donner une minute pour expliquer, une minute, il n'y a aucun rapport, d'après le judaïsme, après on peut être des ayatollahs en Iran, mais il n'y a aucun rapport entre un État religieux et un État selon la halakha. Le concept en Iran ou dans d'autres pays, c'est ce qu'on appelle un État religieux. Une théocratie. Une théocratie, un État religieux. Et Medinat Halacha dans le judaïsme, si on fait une Medinat Halacha, encore une fois, l'individu ne sera absolument pas concerné par rien du tout.
Et pour ce qui est du domaine public, si quelqu'un venait à transgresser le Shabbat, je te rappelle que la halakha, imaginons un cas purement théorique, quelqu'un qui transgresserait le Shabbat, qui a été prévenu par 2 témoins, qui lui ont dit, si tu fais ça, on va t'amener au Beddin, on va te lapider. Et la personne dit, oui, je sais, c'est pour ça que je le fais. Le Beddin dira qu'il n'a pas toute sa tête et donc il n'est pas tour. La halakha ne lapidera personne. Je te rappelle qu'on n'a jamais lapidé personne. Les 2 personnes qu'on a lapidées dans l'histoire juive, c'était en contradiction de la halakha. Donc, ne vous inquiétez pas, on lapide personne pour l'instant, c'est pas prévu. Par contre, Baruch Hashem. Je dis simplement que la Netinat Halacha, dans le pays. la Netinat Halacha ne s'occupera que du domaine public et pas du domaine privé. Et je dirais même plus que cela. Il y a un concept, parce qu'il y a plein de choses que la halakha ne parle pas, de comment est-ce qu'on fait pour mettre en place les lois de la circulation. La halakha n'en parle pas. Et donc, comment on fait quand la halakha ne parle pas d'un sujet? Eh bien, il y a un concept de halakha qui s'appelle takana takal. On peut, comme ça, faire en sorte que 99% de toutes les lois qui ont été votées par la Knesset deviennent des lois de la Torah. Pour cela, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le système de justice, il faut simplement reconnaître l'autorité du Mishpat Ivri, là où il est pertinent, de dire que le Sanhedrin, il a sa place, pas forcément à la place de Bagat, ça peut être à côté, mais le Sanhedrin a sa place comme étant une autorité, pour ça il faudrait faire un Sanhedrin, et à ce moment-là, eh bien, de facto, si on lui reconnaît cette autorité-là, lui, le Sanhedrin donne à la Knesset, qui est le Ribbon, qui est le souverain, eh bien, la possibilité de mettre en place des lois pour régler la vie en société. Et toutes ces lois deviennent des lois religieuses. Et juste avant que tu me fustiges, ce que je te vois me dire déjà, je te vois dire chaud, je dis simplement que quand tu as dit qu'on s'est arrangé au début de la création de l'État d'Israël en mettant en place un cadre juif, tu as cité plein de choses. Et j'imagine que tu es d'accord avec ces choses-là, que ce soit la langue hébraïque, que ce soit le jour chômé, le Shabbat, tout ça. Mais que j'entends que tu n'es donc pas d'accord que, par exemple, on oblige à l'armée que tout doit être cachère à l'armée, que non, c'est dangereux, je ne l'ai pas cité, donc parce que c'est quand même une fiadatique importante, qu'à la rue on peut rien rentrer qui n'est pas cachère, que les institutions gouvernementales sont obligées de chômer le Shabbat et ainsi de suite. Je dis simplement que toutes les choses qu'on a mis en place, faut pas oublier, c'est une fiadatique. C'est une coercion religieuse quelque part, puisque je vous rappelle que d'après le Rambam, parler l'hébreu et étudier l'hébreu, c'est la halakha. C'est-à-dire que quand on oblige nos enfants à l'école d'apprendre l'hébreu, en fait, on les oblige à faire de la loi juste. Pourquoi est-ce qu'on ne s'offusque pas? Parce qu'on est dans un État juif. Et je termine en Mais disant selon le que là, Rambam, il ne peut pas y avoir de coercition dans la mitzvot aussi non plus. Hein. il peut y avoir une coercition dans le ofi, c'est-à-dire dans le style qu'on veut donner à cet État. Est-ce qu'on veut qu'il soit un État juif? Et donc, ça veut dire que oui, le jour chômé, on a dit que ce serait le Shabbat. Après, est-ce que toi, personnellement, tu le fais ou tu le fais pas, c'est ton problème. Les transports en commun, s'ils sont publics, à mon sens, doivent être interdits pendant Shabbat. Parce que c'est le cadre. Par contre, s'il y a un entrepreneur qui veut faire une entreprise de bus privé avec le même prix qu'un bus public et il le fait voler, aucun problème. Aucun problème. David, ce sera votre dernière intervention. Ah oui, il va falloir. Écoutez, l'halakha, c'est bon. L'halakha, je tapais fort. L'halakha, qui est basée sur, entre autres, le Talmud de Babylone, un Talmud qui a été écrit en exil et qui s'est développé à travers les siècles, est une halakha, des Juifs d'exil. C'est pas une halakha qui a été pensée pour un État. Or, un État, il fonctionne autrement que des communautés juives dispersées dans le monde. C'est comme ça. C'est-à-dire que l'halakha ne peut répondre à toutes les questions, les problèmes, les problématiques d'un État. Je vous donne un exemple, un petit exemple. Vous savez qu'en médecine, pour apprendre à être un bon chirurgien, un bon interventionnel, il faut disséquer des corps. Selon la halakha, c'est interdit. On n'a pas le droit. Il y a deux interdits de la Torah. Un premier s'appelle Nivulamet, c'est-à-dire atteindre la dignité du mort. Et le deuxième, c'est de profiter à Naraminamet, sans compter d'autres interdits le fait qu'on retarde des funérailles et qu'on a l'obligation d'enterrer un mort. La plupart de tous les rabbins interdisent de disséquer un mort pour apprendre la médecine. Et je vous dis très franchement, si on écoutait la halakha, il n'y aurait pas un seul médecin en Israël qui serait capable d'opérer. Et j'ai bien cherché, parce que ce sujet m'intéresse aussi, les seuls rabbins qui permettent de disséquer un corps, c'est pour sauver immédiatement quelqu'un d'autre, mais pas pour apprendre.
pas pour apprendre. D'ailleurs, rares sont les rabbins qui ont. Mais voilà, mais il n'y a rien, il y a rien, docteur religieux. il y a rien à faire. Oui. Et comment ils ont fait leurs études Eh ben, ils ont disséqué. Ils ont disséqué. Et tu sais ce qu'ils ont demandé à leur rabbin? Est-ce que j'ai le droit? C'est ce que leur rabbin vous dit? Heureusement qu'ils n'ont pas demandé au rabbin. Désolé, ils leur ont demandé. Heureusement, parce que tu dis la médecine et tu dis pas la rabbin. Mais c'est pas la question. Donc, il faut être. Attendez, David terminé, puis David. Ouais. David. Non, je dis. D'ailleurs, il y a le seul le Rav Goren avait permis parce que c'était depuis Kouach Nefesh. Mais je veux dire, il y a. Oui. Non, mais un parmi. Non, mais c'est pas un parmi. un C'est un parmi. protocole du grand rabbinat d'Israël. Terminé, David. Donc ça veut dire que Même dans les histoires de Grèce, même dans l'histoire de Grèce, pendant très longtemps, mis à part la grève de la cornée, les rabbinim ne permettaient pas parce que le cœur battait encore et c'est pas encore la définition de la mort. Les amis, si vous avez besoin d'un organe parce que vos reins ne marchent pas, les poumons, suivez la halakha, vous l'aurez jamais. Votre poumon dit votre âge. je sais pas, le rabbin il dit qu'il faut, c'est une mitzvah derrière la cassée a dit. Ethan, je vais vous demander, Non, ce mais- sera votre dernière intervention. J'entends bien, mais je dis simplement que cet épouvantail que tu mets en avant de savoir que si jamais on devient un état de halakha, on va revenir au minimum au Moyen-Âge, voire en arrière. Je n'ai pas dit ça, je dis qu'il y a des choses qui ne pourront pas Encore une fonctionner fois, selon la halakha dans un état. d'abord, Dans une communauté juive, d'abord, je te rappelle que les goy donneront leurs organes, donc on pourra en profiter. je te rappelle que pendant 500 ans, il y a eu des royaumes juifs dans l'Antiquité, enfin, dans la Il Bible. n'y avait pas de greffe. Non, il n'y avait pas de clef. Ni Je dis de dissection mais il y a de corps. tellement d'autres questions qui étaient des questions étatiques. J'ai dit que tu as raison tout à fait, pendant 2000 ans, on n'avait pas d'État, c'est évident. Mais la halakha, elle ne s'arrête pas au Talmud, et elle n'a ni co-pensé avec le Talmud, elle ne s'est pas non plus arrêtée avec le Talmud. Lorsque Rabbi Moshe Feinstein va poser ces questions-là de la greffe d'organes, qui commence, on est dans les années 80, ça commence, il en parle et il dit que c'est tout à fait permis. Quand le Rav Goren prend une décision et il impose au grand rabbinat d'Israël de voter pour la permission des élèves médecins de faire tout ce qu'il faut pour, parce que ça s'appelle Pikuach Nefesh, même si c'est pas immédiat, dans la mesure où demain, peut-être que cet étudiant va devoir sauver la vie, demain mamash, pas demain dans 10 ans, alors ça s'appelle Pikuach Nefesh, et c'est statué. Je parle Non, mais c'est bon, le nombre de poskim, de grands poskim, Mais c'est pas le problème. qui sont contre, on s'en fiche, est tellement. on s'en Là, fiche. on va pas rentrer dans On le s'en pays. Là, juste pour conclure. conclure, Ah non, c'est très important, on s'en fiche, pourquoi? Parce que la halakha, elle est olechet. On arrive à des aberrations. Écoutez, j'ai un fils qui est gynécologue. Son métier, c'est d'accoucher toute la journée. Il a travaillé à Bikur Cholim et à Sharet Tzedok. Il me raconte, il dit, papa, tu sais pas ce qui se passe. Les femmes arrivent dans une situation de détresse et je dois leur faire une césarienne immédiatement. Je dois m'occuper. Et il dit au mari, à la femme, je vais maintenant m'occuper, faire la césarienne. Et les femmes disent, non, surtout pas, il faut demander au Rav. Ça arrive. Et c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents Donc, que... sans l'autorisation du Rav, et des fois ça prend du temps, donc Non, mais tu comprends, ça c'est pas le judaïsme. non, c'est pas C'est pas parce que les gens ne sont pas intelligents qu'on va éviter ça en idéal. On va pas tout voir s'attarder sur cette Ethan. On va juste. heureusement. On va tout de suite. Attendez, on va tout de suite vous passer. Si vous allez à Sharet Tzedek et à Bikur Cholim, vous verrez que ça arrive souvent. Et donc, c'est malheureux. qu'est-ce que fait mon fils pour calmer le jeu? Il prend un papier en disant ta femme va mourir, mais je veux que tu signes que c'est toi le responsable. Ta femme va mourir. Et tu signes. Donc la personne ne signe pas, quand il peut, et après il peut faire la cédant. Malgré l'absence de. Établi. Juste, on va conclure parce que malheureusement, on n'a pas abordé la moitié des sujets et on va devoir conclure et on va passer à vos questions tout de suite. Juste pour revenir à la question de notre, à titre liminaire. Oui, tu auras un petit mot. En préambule, est-ce que selon toi, le 7 octobre a renforcé l'appartenance au judaïsme, au moins à. Sans aucun doute, on voit Tu ressens complètement. besoin de renforcement d'identité. Bien sûr, et je ne peux que te donner un exemple qui s'est passé il y a 2 semaines là. J'ai eu la chance d'accompagner des élèves pour le projet du bac bleu blanc et pour la grande soirée de gala, ils avaient fait venir une personne qui a survécu au tunnel du Hamas, qui est revenue, Baruch Hashem, et qui nous raconte comment est-ce que il était, tu sais, le juif de Tel Aviv classique, machin, et à un moment donné, il a pris conscience qu'il voulait se rattacher à quelque chose, à son identité, mais elle est où cette identité? Et je pense que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qu'on voit depuis le 7 octobre, où il y a une recherche profonde on nous a attaqués pour ce qu'on est. Mais si on ne sait pas qui on est, c'est dommage.
Et oui, je pense qu'il y a un vrai retour à notre essence, à notre identité. Et je pense que ça va aller dans le bon sens. Et pas dans un sens de halakha qui fait peur, mais bien au contraire, dans un judaïsme qui se métamorphose, qui est en pleine mutation, mais pour le meilleur et pas pour le pire. Les Chosrim Bitchouva de demain ne ressembleront pas du tout à comment moi j'ai fait tchouva et ne s'habilleront pas comme moi. Et on voit ça déjà dans la mode. Il y a plein de jeunes créateurs juifs religieux. Rôder la culture. Et oui, mais qui vont faire des modes avec des t-shirts de folie, tzitzit, marque, machin. Il y a, avec j'ai voulu acheter un t-shirt comme ça pour mon fils avec les tzitzit intégrés, machin, pour Hanouka. Il y avait une grande photo du Beth Amikdash derrière. Il y marqué Coming Soon devant. Après, j'ai vu le prix et je l'ai pas acheté. Mais voilà. David, un dernier mot avant qu'on passe. Je voudrais pas qu'il y ait une méprise là. Je suis pas du tout contre le caractère juge de l'État d'Israël ni contre la halakha. Non, évidemment. Au contraire, je suis même affreusement triste, attristé que dans des écoles, dans le système Bamlarti, c'est-à-dire qu'on n'est pas système d'éducation, les Israéliens sont totalement ignorants du judaïsme. C'est quand on parle pas de pratique, là, on parle juste de connaissance. Et bien, d'une ignorance qui fait, parce que l'ignorance c'est le pire. Amaret, c'est le pire. Hein, comme il dit dans l'Atmara, il vaut mieux donner ta fille un Tamit Racham Namzer, donc illégal, plutôt qu'un Kohen Gadol, oui, pas, ignorant. Et ça c'est triste, mais c'est le système israélien qui a fait qu'il y a 4 systèmes d'éducation séparés et qu'un Israélien, soi-disant laïque, n'a aucune possibilité d'approfondir ses connaissances en judaïsme, son identité, son histoire. Et après, les gens rêvent d'aller en Inde et je sais pas où, et font la Saint-Sylvestre, pas Tel Aviv. Ça, c'est triste. Ça, je suis tout à fait. Ce que je dis là, c'est qu'il y a un jeu d'équilibre. On veut tous qu'il y ait un caractère juif à cet État, et il y en a, parce qu'encore heureux, le Shabbat, c'est le jour férié, et la langue, c'est l'hébreu, c'est notre langue, et le caractère grec du calendrier, il y a beaucoup de caractéristiques, mais il faut aussi trouver un équilibre. Essayer de contenter les Israéliens, ne pas les monter les uns contre les autres. Et si des gens ne respectent pas le Shabbat, le fait qu'il n'y ait pas de transport public, ils sont punis. On les punit. Parce qu'il faut qu'ils soient assez riches pour avoir une voiture ou prendre le taxi s'ils veulent aller à la mer. Et, a priori, je ne dis pas dans toutes les villes. C'est sûr qu'il y a des bras, tu n'as pas besoin de transport public. Mais pourquoi on devrait pénaliser des personnes qui, en France, je parle en Europe, le dimanche, c'est jour férié, il y a moins de transport public, mais il y a le transport public. Je te rappelle qu'il y avait quand même des lois qui interdisaient les magasins d'ouvrir le dimanche. Oui, très bien, très bien. Allez, moi j'ai envie d'aller faire les bourses. Non. J'ai envie de faire mon marché, j'ai envie d'aller m'acheter mes vêtements. Un magasin doit faire. Il n'y a pas de souci, je dis pas. Mais c'est il y a une question d'équilibre aussi. Et cet équilibre-là, avec l'État qui grandit, on est maintenant 10 millions d'habitants, c'est difficile, il est difficile de maintenir cet équilibre. Il faut aussi faire attention à ce qui se passe aussi autour de nous. Nous, on est tous d'accord que si on se remarie et on divorce, on va tous aller voir la rabbanoute, tous, à 100%. Mais il y a des gens qui ne veulent pas et qui n'ont pas d'alternative. Et pour ces personnes-là, il faut aussi réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, eh bien, comme le conseiller juridique du gouvernement sous Ben Gurion, Chaim Cohen, qui était tombé amoureuse d'une divorcée, ben, il a dit, si l'orthodoxie ne me permet pas de me marier, je vais aller voir les libéraux et de faire un mariage. C'est ça ce qu'on veut. Très bien. Merci David. Je suis désolé, c'est extrêmement frustrant. Et pour moi, et j'imagine pour vous, on va tout de suite passer aux questions pour que ce soit un petit peu interactif. Vous avez des questions, ben, micro. C'est pété si moi je m'entendez? C'est pas une question. Ce débat est très intéressant. Quelque chose est organisé. En fait, je suis responsable de Ribbon Arabie. Vous m'entendez? Voilà, plus proche. Voilà. Et je pense qu'en vous écoutant tous les deux, qui pourtant avaient des avis différents, on arrive très bien à trouver des consensus, des fils qui vous relient. Et je pense que le problème, c'est que actuellement, il y a vraiment un schisme qui se passe entre la halakha qui est dangereuse ou la halakha qui est la seule solution. Et il y a réellement, moi je vous écoutais vraiment très, très attentivement, il y a énormément de fils ensemble. Et c'est tout le travail, à mon avis, et à mon avis, les francophones, et c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que je suis
responsable d'un mouvement francophone, ont leur mot à dire parce que les débats stériles et les débats où on accuse l'autre de traître, ou en tout cas par rapport à la religion de danger, sont, on va dire, plus rares chez les francophones qui, en règle générale, ont vécu ensemble, en France justement, avec l'ensemble des différentes composantes de la société juive, que ce soit du Chiloni jusqu'à l'ultra-orthodoxe. Dans le mouvement jeunesse, c'est tous les deux des EI, mais c'est pas rien non plus. Ce minimum commun des EI, il est francophone. Et je pense qu'on a un rôle, nous, la francophonie, pour essayer justement de faire les liens entre ces deux points. Et quand j'entends dans ce débat quelques-uns qui haussent les épaules et ça, je trouve ça très dommage parce que réellement, vous avez fait preuve tous les deux on va dire, pas de compréhension, mais en tout cas de compréhension de la position de l'autre. Et je pense que oui, on peut y arriver. Bravo pour cette organisation. Je suis très péché. Mais je remercie, hein, c'était très intéressant. Très bon. Alors voilà, déjà, moi, j'étais écartelée entre la position donc, du Rav et la position de M. Chatera. Et je le suis toujours. Alors déjà, je voudrais que le Rav le dise, la Médinat Halacha ne remet rien en question. Parce que pourquoi toutes les femmes, je parle des femmes parce que j'en connais beaucoup, ont peur de ce retour religieux. C'est parce que vous entendez, par exemple, à Jérusalem, les femmes au fond d'un bus. Vous entendez, nous, on va devoir rentrer chez nous, faire la cuisine et laisser les hommes travailler. Alors, pourquoi vous dites-vous que la Médina Tadara ne remet rien en question? Parce que je pense que ce que vous décrivez, d'abord, c'est absolument pas la loi juive. C'est des gens qui sont des extrémistes, qui sont des ignorants de la loi juive et qui essayent de montrer leur puissance en imposant des choses. Mais c'est pas du tout ça, la Médina Halacha. La Médina Halacha ne s'occupe que de la sphère publique, pas de la sphère privée. À aucun moment. Et s'il y a des groupuscules qui essayent d'imposer une vision qui n'est pas juive d'ailleurs de la halakha, bah il faut se battre contre ça. Et il a raison, il y a 18 députés, 11 de chasse et 7 de Yahadut Torah. 18, c'est pas un petit nombre, c'est 15% de la Knesset, où il n'y a aucune femme représentante de la Knesset. Ça, c'est la halakha. Parce qu'une femme n'a pas à se montrer dans la sphère publique. Et donc, d'après la halakha, parce que si les gens de chasse et de la Gouda d'Israël ne savent pas ce que c'est la halakha, c'est bizarre, ils sont beaucoup, ils sont presque 1,5 million, c'est bizarre, mais il n'y a pas de femmes, il n'y aura pas de femmes. Donc le jour où on sera Midat halakha, et la Knesset ne sera composée que d'hommes. Parce que même le Rav Ça t'aura pas échappé. était contre le fait que des femmes puissent être placées dans des positions, dans des représentations publiques. Mais ça t'aura Parce pas que ce n'est pas échappé. la place de la femme, vous l'avez dit, est une reine chez elle à la maison. Ça ne t'aura pas échappé qu'il y a d'autres partis religieux dans lesquels il y a des femmes qui sont députées et ils sont pas moins religieux. Et ça t'aura pas échappé non plus pour avoir une discussion avec plusieurs représentants politiques de ces partis que tu as cités. C'est une question électorale et donc ils ne mettent pas de femmes parce qu'ils ont des électeurs et ils veulent que ces électeurs votent pour eux et ces électeurs ne voudront pas voter pour eux s'il y a des femmes. C'est peut-être dommage, mais c'est juste un calcul politique. Mais des Ça veut pas dire que la les gars de 7 sont très en colère. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Des questions? Ah oui, c'est pas la Alors, une seconde. Alors là, c'est pas une seconde question. Je voudrais dire que donc à mon époque, effectivement, on disséquait. Et à mon époque, on disséquait en médecine. Mais de plus en plus, quand même, les jeunes actuels apprennent sur des robots et sur des ordinateurs. Et donc, voilà, donc il y a quand même une évolution qui se fait tout ça en faveur. Non, mais il y a pas de solution. Mais sans dissection jusqu'au robot, c'est impossible d'apprendre la médecine. On ne peut pas être un bon médecin sans dissecter. C'est comme ça. Les étudiants apprennent bien. Voilà, on a une autre question d'un jeune homme. Bonsoir. Vraiment, c'était très intéressant. Vous entendez? Et c'était vraiment très intéressant. C'était vraiment très intéressant de voir vraiment la diversité au niveau des opinions entre, d'un côté, démocratie, oui, non, peine de mort, oui, non. Moi, j'ai juste la vérité très directe. J'ai noté quelques petites questions, mais bon, on va prendre un truc un peu pas chaud sur Medinat Halacha. Déjà, à Fison, vous voyez comment Medinat Halacha? Vous voyez de quelle manière? Est-ce que c'est vraiment un contrôle total de l'Halacha ou de quelle manière vous voyez? Je répète, comme j'ai dit, Medinat Halacha ne doit pas faire peur à qui que ce soit. S'il y a une Medinat Halacha,
il y aura autant de pluralisme des idées qu'il y a aujourd'hui. C'est simplement qu'on accepte que l'idée générale qui gère la vie en société, c'est la loi juive. Mais la loi juive, et non pas les desiderata de certaines personnes qui se prennent pour Dieu à la place de Dieu. La loi juive, et il est temps peut-être que les religieux étudient un petit peu plus la loi juive. Et les pas religieux non plus. Tout le monde doit apprendre. Des questions? Ouais, juste deuxième question. Alors, c'est un avis, mais c'est juste pour savoir ce que vous en pensez. Pourquoi pas, on fait très radical et très direct quand même, pourquoi pas crever le système déjà en place pour mettre plutôt Sanhedrin et tous les Bati Mishpat qu'il y avait comme Amen. Shigat. Amen. Mettre en place un Sanhedrin, ça demande pas mal de choses. Et en premier lieu, que les rabbins se parlent. Parce que pour mettre en place un Sanhedrin, il faut simplement, il y a un problème technique, parce que pour siéger au Sanhedrin, il faut avoir la smicha. La smicha, c'est pas l'examen de Ramina que j'ai passé, c'est d'avoir reçu ton obédience rabbinique de quelqu'un qui l'a reçu de Moshe. Bon, la smicha a été arrêtée par l'Empire byzantin, donc il n'y a plus de smicha. Mais nous dit le Ramban, dans les lois sur le Sanhedrin, qu'on peut remettre en place la smicha. Pour ça, il faut que tous les rabbins d'Israël se mettent d'accord sur un, pour dire c'est lui le patron. Et à ce moment-là, ça lui confère l'autorité de smicha, et il peut la donner à d'autres. Il faut juste qu'on s'accorde pour dire que le Rav le Met, c'est le patron, et à ce moment-là, tout va bien. Bon, faudrait juste peut-être casser l'ambiance, mais Médiat Halacha, déjà une démographie négative. On a une fuite des cerveaux à cause de ce qui se passe 7 octobre, la réforme juridique. Médiat Halacha, je peux tout vous dire, il y a 3, 4 millions, 5 millions d'Israéliens qui quitteront le pays, peut-être même plus, et ce sera la fin de l'État d'Israël. Mis à part ça, de mon point de vue, qui a étudié un peu l'histoire du sionisme, une trahison pour tous ceux qui ont rêvé d'un État pour sauver les Juifs, et qui ont rêvé d'un État qui serait un État juif, de caractère juif, mais libéral, ouvert, tolérant, qui accepte l'égalité des femmes dans tous les domaines de la vie publique. Ce sera une trahison. C'est juste trahir tout l'idéal sioniste qui a amené. Encore une fois, la Médiat Halacha respecte la liberté de chacun, donc il n'y a aucun problème. Pardon? Ça permettrait d'avoir l'état plus. Plus vrai? Vrai, c'est pour toi. Plus vrai, c'est pour toi. Mais il y a d'autres personnes qui ne pensent pas comme toi et qui seraient une trahison de ce que les fondateurs de l'État ont écrit, ont réfléchi. Je souviens que les premiers sionistes, enfin, viennent d'Europe avec une culture occidentale. Et l'État à laquelle ils rêvaient, c'est un État occidental. Donc, si on veut faire un État d'Halacha qui ressemblerait un peu plus à ce qui se passe dans des pays où la religion est dominante, c'est une autre vision en fait. Il y a deux visions qui s'affrontent. Pour l'instant, Médiat Halacha reçoit le cohabite comme demande d'eau à notre État d'Israël. On a une autre question au fond de la salle. Vas-y, je t'en prie. Bonsoir. Je pourrais parler d'un petit autre sujet par rapport à la question de Arabaït, Beth Amikdash. Si d'accord, c'est le temps. Ouais, je sais, non, mais je le plains parce que ça met quand même partie des questions qui pourraient se poser dans l'avenir, Oui. selon la direction dans laquelle on va prendre. En fait, il y a une idée de peut-être un peu démystifier cette question. Alors, je parle pas de l'aspect géopolitique. Supposons que El Assad n'était pas là, mais c'est une grosse supposition. Mais est-ce que c'est pas fou de se dire quand même qu'il y aurait quand même une majorité dans le pays qui serait d'accord sur le principe, et même pas forcément que des gens qui sont religieux, sur le principe qu'il y ait un endroit pour prier pour les Juifs sur le mont du Temple, dans un premier temps, on va dire. En tout cas, un endroit pour prier pour les Juifs, éventuellement à côté d'un endroit pour les musulmans. Et comment on pourrait faire avancer cet agenda-là dans le modèle sans mysticisme? Je vois pas en quoi ça pourrait être un problème s'il y a un endroit pour les Juifs pour prier, un endroit pour les musulmans pour prier. Et je te rappelle que la mosquée de Al-Aqsa, là où elle ne fait pas partie de l'endroit où est censé se reconstruire le temple. Oui, je parle pas du dôme du rocher, hein, je parle de la mosquée d'Al-Aqsa. Mais les musulmans ne prient pas dans le dôme du rocher. Donc en vrai, c'est un faux problème. Que Bezrat Hashem, il y aura un temple pour l'Israël. D'ailleurs, il n'a pas vocation à être que la maison de prière du peuple juif. Je rappelle ce que nous dit Isaïe, que ma maison sera une maison de prière pour toute l'humanité. Donc il n'y a pas de problème de laisser la possibilité à chacun de se rattacher à Dieu. Voilà, le mont du Temple, c'est un endroit extraordinaire.
On va avoir une dernière question du Rav Lemel. Je voudrais juste en profiter encore une fois pour le remercier pour son accueil dans cette salle. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et vous donc, vous allez clôturer la soirée avec la dernière question. Alors déjà, merci beaucoup à vous. Et merci aux organisateurs parce que je suis extrêmement content et c'était passionnant. Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai beaucoup aimé. Il y a un point sur lequel je devais comprendre. J'ai l'impression, en fait, d'observer qu'il y a d'un côté le Rav Fison qui a envie de nous rassurer, tout ira bien, on ne va pas mourir. Et d'un autre côté, j'ai l'impression, David, qu'on est très dans un schéma de peur depuis tout à l'heure. De peur. Le jour où il y aura un roi, on va tous nous couper la tête. Le jour où il n'y aura plus de rabbin, il n'y aura plus de greffe. Le jour où on va se retrouver avec la Knesset Halacha, il n'y aura plus de femmes dans la Knesset. Et le jour où il y aura une Medinat Halacha, il n'y aura plus d'état d'Halacha. Il y aura plus, je m'excuse, la fuite des cerveaux, il n'y aura plus d'état d'Israël. Non, pas d'Achon, déjà. Merci de me permettre. Non, je finis ma question. Et c'est exactement ce qui me dérange, en fait. Je vous explique pourquoi ça me dérange, David, et je voudrais comprendre, parce que déjà, j'ai l'impression, et vraiment c'est une question en toute honnêteté et en toute humilité, je ne sais pas à quel point c'est un argument qui vous sert, parce que faire peur aux gens n'a jamais servi. Comme quand on sait, le Rambam Maïmonide, dans les lois de la Kshuva, nous dit que celui qui va dire, écoutez, tout celui qui ne fait pas Shabbat va brûler en enfer, je ne vais pas faire beaucoup venir de gens faire Shabbat. Par contre, si j'invite des gens à ma table de Shabbat et je leur fais plaisir avec le Shabbat, ça va mieux marcher. Et c'est pour ça que je voudrais comprendre pourquoi est-ce qu'on insiste beaucoup sur des allégations qui, à mon sens, ne sont pas exactes. Avec le fait que le jour où il y aura la halakha, plus rien n'ira, alors qu'a priori, comme le dit Rafizon, ça fonctionne. Ça, c'est la première question technique. Mais en fait, je voudrais surtout m'arrêter sur un deuxième point. Vous avez beaucoup insisté sur les fondateurs. Trahir les fondateurs, les fondateurs, les fondateurs. Est-ce que selon vous, David, les fondateurs ont une certaine forme de droit plus important qui leur permettrait d'avoir, puisqu'ils ont à un moment joué un rôle central, une forme de droit éternel sur la façon dont le pays devrait ressembler ou pas ressembler. Et puisque vous parlez de trahison, est-ce qu'à un moment, on pourrait se dire que Yehoshua, qui est rentré sur la terre et qui a été le premier à conquérir la terre d'Israël, ne serait pas un peu trahi le jour où on pourrait avoir un État qui serait différent? Donc, est-ce qu'on a des fondateurs qui sont prioritaires? Et si déjà il y en a qui sont prioritaires, pourquoi on s'arrêterait des fondateurs à une époque précise? Merci. C'est une question bonne. Les autres ont pas reçu le l'instant. Monsieur Sapira. Et attention comment tu réponds, sinon on ne devra plus revenir. D'abord, on en a encore besoin, on a d'autres conférences. Si vous pouvez un peu le ménager, merci. J'apprécie, non mais d'abord j'apprécie l'hospitalité du Rav Lemen et son papa aussi qui est un. Pour être honnête, quand on m'a demandé à David Sapira, je ne connaissais pas, je me suis renseigné, je lui ai donné que les bonnes choses. Non, Non, je veux répondre et tout d'abord, mon intention n'est pas de faire peur. Je dis que quand on pense à la Medinat Halacha, il peut y avoir une dérive vers la théocratie, et ça existe, c'est-à-dire ça dans d'autres pays, des théocraties qui dérivent et qui imposent des lois qui sont des lois terribles, surtout pour les minorités et surtout pour les femmes. Ça existe, c'est pas que j'essaie de faire peur. Regardez, ça se passe en Afghanistan et en Iran, ça existe, c'est pas des pièges. On n'est pas des Afghans, on n'est pas des Iraniens, je sais. Je sais pour les autres, je sais. Maintenant, mon intention n'était pas de faire peur, c'était de montrer de façon peut-être radicale, excessive, où des fois des dérives peuvent mener, comme par exemple dans des trottoirs à Me'acharil que j'ai vus. Je suis promené à Me'acharil et à Pioula, où il y avait des panneaux qui disaient les femmes doivent marcher le trottoir là, en face et les hommes dans le trottoir. Si. Ce que j'ai vu n'est pas vrai, parce que Bakmé, c'est je mens. Non, moi je les ai vus aussi. Mais... Alors je mens. Attendez, on va répondre au Rav. Qu'est-ce qui n'est pas vrai, madame? Que je ne les ai pas vus? Je les ai vus. Bon, Moi aussi je les ai vus. C'est moi qui les ai vus. Voilà. Non, ça a été enlevé tout de suite, ça fait un scandale. Les femmes dans le bus, derrière, etc. Non, Oui, c'est une minorité. Ce que je veux dire, il y a quelque chose qui me dérange, Rav Lemel, profondément,
dans toute cette vision de Minat Halacha. Et voilà, chose qui me dérange, parce que je trouve ça très ingrat. Quand le sionisme politique est né, à la fin du 19e siècle, il est né dans un seul objectif, c'était le principal objectif, c'était de créer un État refuge pour sauver les Juifs de l'antisémitisme, qui en France s'exprimait peut-être que par le procédé Dreyfus, mais en Roumanie et en Russie s'exprimait d'une façon extrêmement violente. Et la Shoah a prouvé qu'il était justifié, c'était justifié pour ces visionnaires qui, certains n'étaient déjà plus là pendant la Shoah, que cet État doit exister pour toutes les communautés juives de l'exil, pour qu'elles puissent se protéger. Mais le Rav même, il faut être maintenant conscient. L'immense majorité des rabbinim, pour des raisons talmudiques, pour des raisons de croyance, se sont opposés à cette création, parce que ça a été fait par des laïcs, parce que ça a été fait par des socialistes. Et pour eux, cet État est un État de blasphème. Et ils ont combattu l'idée même de pouvoir créer cet État. Et maintenant, grâce à Dieu, il y a beaucoup de... Le monde religieux s'élargit, c'est très bien. Et l'impression qu'ont les Israéliens, c'est que maintenant, on essaye de leur imposer une vision qui n'était pas la vision de l'État tel qu'il a été conçu. Les Israéliens, je dirais, lambda, ont l'impression qu'on vient et qu'on veut les obliger maintenant à vivre dans un État qui n'est plus celui à laquelle ils participent. Et cela, c'est un sentiment, quand on parle de la coercition religieuse de Kfir Datit, c'est un sentiment qui est très présent dans la société israélienne. Il faut voir comment elle est, comment ça se reflète, et ça se reflète encore plus par le fait que dans le monde haredi, on ne fait pas en plus l'armée comme si des personnes étaient privilégiées et avaient le droit et se permettaient d'envoyer les autres se faire tuer sur le champ de bataille. Et je finis. Non, mais peu importe. Ma mère disait quand j'avais une mauvaise note, je lui disais que ça ne justifie rien. Je suis très en colère aussi quand les gens de Tel Aviv ne font pas l'armée. Quel rapport? Attendez, Parce qu'il y en a qui ne font pas l'armée, alors eux ne doivent pas faire l'armée. Mais enfin, quel argument simple? Parce qu'il y a des gens à Tel Aviv qui se faufilent, défilent de l'armée, alors ça justifie que d'autres ne le fassent pas? Alors pourquoi avancer un argument? terminer la réponse. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un sentiment parmi les Israéliens qu'on essaye de façon coercitive de changer le caractère du pays qui a fonctionné sur un statu quo comme le minimum commun des EI, sur quelque chose qui était un équilibre qui permettait à tout le monde de pouvoir coexister l'un à côté de l'autre. Pas l'un des côtés, ce serait encore du miracle, et l'un à côté de l'autre. Et là, on a l'impression que justement le statu quo, il est grignoté. Pas en faveur de la laïcité, pas en faveur des personnes qui sont, entre guillemets, laïques ou crinoniques, mais en faveur du monde religieux. Et ça dérange. Ça dérange parce qu'on a l'impression aujourd'hui que on essaie de s'emparer de l'État et de transformer son caractère. Alors, David, est-ce que tu permets ou voilà, Ethan, vous allez avoir. Est-ce que David, on va demander la permission à David. Est-ce que tu permets que Ethan termine? Voilà. Vous avez commencé. Bon. Alors, vous allez conclure, Ethan. 10 secondes sur ça et conclusion d'une minute. C'est une trahison terrible des pères fondateurs d'avoir créé une Startup Nation, une économie libérale, une économie capitaliste. C'est une trahison complète de l'idéal Ben-Gurioni de faire un État socialiste à la bord du communisme. Oui, c'est une trahison, mais on en est très content. En fait, la société évolue. La société évolue et c'est normal que un État ait des évolutions et des changements. Ça sera pour le mieux, Bezrat Hachem. Je voudrais simplement conclure par une phrase, deux citations. Une de quelqu'un qui nous a regardé de l'extérieur, un certain Jean-Jacques Rousseau. Ah, il a le droit, hein, il est pas juif. Non, il est pas juif. Mais il y a aussi des cerveaux pas juifs qui ont fui Israël. Et c'est la Chorma. Voilà. Je parlais. Et Jean-Jacques Rousseau disait à propos des Juifs, je ne peux pas savoir ce qu'ils pensent véritablement. On ne pourra savoir ce qu'ils pensent véritablement que lorsqu'ils auront un État à eux et des universités à eux où ils pourront s'exprimer sans peur. Nous sommes arrivés au moment où ça y est, nous avons un État à nous, des universités à nous, et on peut s'exprimer
des fois pas toujours très bien, mais on peut s'exprimer. Et donc, c'est le moment où on doit faire entendre notre voix. Et la deuxième personne que je voudrais citer, c'est un autre personnage qui, cette fois, est israélien. Il a combattu la Medinat Halacha, Amos Oz, qui disait, après la guerre des 6 jours, il disait, nous avions toujours su qu'il y avait des religieux et des pas religieux. Les religieux habitaient dans leur quartier, ils nous demandaient de pas passer dans leur quartier en voiture le Shabbat, de pas s'habiller n'importe comment, et ils vivaient séparés de nous. Et nous étions ceux qui étions en train de créer l'État, et on avait notre doubon tzvaï, vous savez, le manteau qu'on avait à l'époque. Toi, tu l'as eu, moi, je crois que je suis le dernier à la rue. Après, maintenant, on a des trucs. Hein, ouais, bien sûr. Et il dit, et après la guerre des 6 jours, j'ai vu les gens de Gush Emunim, les gens du sionisme religieux, qui sont arrivés sur les collines du Shomron avec Madoubon à moi et leur kippotes à eux. Comment ça? Des gens qui ont des kippotes et qui en plus ont des doubonnes? Quoi? Des gens qui ont des kippotes et qui en plus font des startups? Quoi? Des gens qui ont des kippotes, qui mangent kasher, qui veulent Medinat Halacha, mais en plus qui sont avocats? Et j'ai cru qu'on m'avait volé mon pays. C'est pas nouveau. Alors, je voudrais rassurer Amos Oz lorsqu'il disait le Rav Kook pense que je fais partie de son processus de la Géoula. Sache, monsieur le Rav Kook, bon, il était déjà mort, le Rav Kook, il dit sache, monsieur le Rav Kook, que je ne fais pas partie de son processus de la Géoula. Le Rav Tzvi Yehuda, son fils, a répondu pour son père. Il a dit ce qu'Amos Oz ne sait pas, c'est que même son refus de faire partie du processus de la Géoula fait partie du processus de la Géoula. Voilà. Alors, c'est sûr. On voit que t'as dit la voir. C'est sur cette citation du Rav Tzvi Yehuda Kook que nous allons nous quitter. Je vous remercie infiniment d'avoir été aussi nombreux. Je voudrais juste quelques applaudissements pour nos deux invités de ce soir, pour le temps très précieux. Et mon merci de Marmano. Merci à vous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et bien sûr, on est à votre disposition pour toute question. Merci infiniment.